Merci, merci, bonjour à tous. Merci. Alors j'ai créé mon propre petit jingle, on va essayer de le passer. Charlie Winner. Ah, c'est déjà passé. C'est un petit icebreaker pour reconnecter ensemble, pour voilà, se mettre tout de suite dans une bonne ambiance. Ça vaut pas la musique en live, bien sûr. Je voulais... on est parti sur des bases assez hautes. Ce matin, j'ai trouvé que ça volait assez haut. Et c'était un peu un roller coaster émotionnel depuis 9h30, entre des moments où vraiment on y voit beaucoup plus clair sur les enjeux actuels, alterné avec des moments où on ne comprend pas tout. Voilà. Et vraiment, la question qu'on se pose aussi souvent, c'est est-ce qu'on comprendrait mieux si on n'avait pas été voir Morisette hier soir et si on n'avait pas enquillé quelques bières offertes par le West Web Festival. Voilà. Mais je débrieferai de la matinée tout à l'heure. Pour l'instant, je voulais parler un petit peu d'un sujet qui me concerne, puisque je vais parler essentiellement de moi. Donc, je ne sais pas si... Voilà, pour ceux qui n'étaient pas là hier, je m'appelle Charlie Winner. Je suis anthropologue des open space. Je suis un ancien consultant et maintenant, je suis passionné par la culture des entreprises. Voilà, et donc, je fais... voilà, j'ai choisi l'anthropologie parce que ce n'est pas une science exacte. Et l'avantage, quand ce n'est pas une science exacte, c'est quand on est juste un petit peu à côté du sujet, on est encore dans le vrai. Donc, c'est assez pratique. Donc, je voulais vous présenter un petit peu mon activité. Je fais de l'anthropologie express, moi. Donc, souvent, je vais dans les entreprises et au lieu d'y passer 2 ans pour comprendre leur culture, j'y passe 2 jours. Voilà, souvent, on me demande d'accélérer essentiellement pour des raisons de coût et d'efficacité. Et donc, je vais beaucoup interroger les gens qui travaillent dans les open space. Je m'intéresse beaucoup à la culture de l'entreprise. J'ai réalisé qu'en fait, les cultures d'entreprise, c'est un peu comme des icebergs. C'est-à-dire qu'il y a un peu toute une partie que l'on voit. On va retrouver les valeurs qu'on va voir notamment sur le site internet, qu'on va voir parfois aussi postées sur les murs. Donc, vous les connaissez tous, c'est un peu souvent les mêmes. Innovation, bienveillance, on est centré sur l'humain. Beaucoup d'entreprises qui sont centrées sur l'humain. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on voit. Et puis, il y a toute une partie de la culture de l'entreprise que l'on ne voit pas. Ce sont les micro-comportements et les irritants du quotidien. Et ça, c'est ma passion. Donc c'est ça que je vais essayer de creuser parce que finalement, c'est ça qu'on essaye à quoi on se confronte au quotidien. Donc, pour, je dirais, gagner un peu en crédibilité aussi dans ma démarche, puisque moi je suis un ancien de Capgemini, donc je suis pas une vedette. J'ai créé, vous savez, vous connaissez la pyramide des besoins fondamentaux de Maslow. Voilà. Et ben moi j'ai créé ma propre pyramide que j'appelle la pyramide de Winner, où j'ai un peu hiérarchisé un peu les irritants que l'on vit tous les jours au quotidien. Donc vous savez, il y a un irritant pratique qui est où est-ce que je vais m'asseoir. Donc ça c'est un nouvel irritant qui est à la mode avec le flex office, c'est-à-dire qu'on va au bureau, mais on ne sait pas toujours où s'asseoir. Du coup, on s'assoit malgré tout tous les jours à la même place et au bout d'un moment, ça devient sa place. Ce qu'on appelle le faux flex, dit le flix. Voilà. Donc ça, c'est un irritant qui est assez à la mode depuis quelques années. Il y a aussi un irritant comportemental classique et comment lui dire de fermer sa gueule. Oui, parce qu'on va en reparler, mais le bruit en open space, c'est un sujet. Il y a des gens qui parlent fort et on n'a pas tous la même relation au bruit. Je vais revenir dessus. Il y a un irritant existentiel qui est « suis-je un imposteur ?» le syndrome de l'imposteur, voilà, sur lequel je ne vais pas revenir aujourd'hui, on n'aura pas le temps, mais bien sûr, si vous m'invitez chez vous, on pourra en reparler. Et puis enfin, un irritant vital, c'est mon métier et moi-même. Avons-nous un avenir? Voilà, donc c'est des sujets un peu plus deep. Voilà. Aujourd'hui, avec le temps que j'ai, je voulais me concentrer sur... ah oui, il y a une petite data que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Saviez-vous que 77% des gens culpabilisent plus quand ils travaillent dans leur cuisine que quand ils glandent au bureau? Alors ça met le doigt sur un nouvel irritant qui est arrivé avec le télétravail. Le problème du télétravail, c'est quand on culpabilise un petit peu sur le temps. Alors je vais donner un peu un insight un peu sur le télétravail. Il faut savoir, je vois qu'il y a des plus jeunes dans la salle qui savent pas ce que c'est que le travail, quand il n'y avait pas de télétravail. Mais le télétravail, pour nous les gens capés, les boomers, ça a longtemps été un rêve. Rester à la maison le lundi. Mais quand j'étais petit, il fallait avoir 39 de fièvre et un certificat médical. Alors qu'aujourd'hui, à 37,2, on peut rester chez soi, mais tranquille, en pleine forme. Du coup, c'est plus un rêve, le télétravail. Et comme c'est plus un rêve, ça nous fait plus rêver. Et quand l'homme ne rêve plus, il redevient un peu sauvage. C'est pour ça qu'en télétravail,
tu te laves plus, bah, tu ne parles plus, tu es toute la journée derrière ton écran. Si ça sonne à la porte, tu as peur. En fait, tu redeviens un petit peu animal. Dès que tu vois quelque chose à bouffer, tu le bouffes. T'envoies des mails à moitié nus. Du moment que tu signes pas bien à poil, c'est pas un problème. Et voilà, donc on redevient un petit peu animal. Et alors, un animal sous tension. Parce que le problème du télétravail, c'est que quand tu te réveilles, tu es au bureau. Donc il faut très très vite montrer que tu dors plus. Ce qui crée une nouvelle charge de travail, une nouvelle charge mentale, montrer qu'on ne travaille pas. Hein, un méta-travail. Ce qui n'est pas du tout un problème en présentiel. On sait comment faire pour ne pas travailler au bureau. Hein, puisqu'on travaille tous 5 ou 6 heures par jour, on le sait. Donc on fait ça depuis très très longtemps, sans s'en rendre compte. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'arrive pas à travailler au bureau? Ben, on se lève et on va déranger quelqu'un qui travaille. Tout simplement. Hein, on ne crée pas de la valeur, on crée du lien. Mais ce qui est important, le lien c'est la valeur de demain. Voilà, donc voilà, 2 personnes qui discutent au bureau, ils font du team building. Hein, ce n'est pas 2 personnes qui ne travaillent pas. Voilà, donc si on n'a pas envie d'aller voir quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on reste assis à son bureau. Il suffit, on sait comment faire, hein, quand on a envie de montrer qu'on travaille, il suffit d'avoir l'air un petit peu énervé. Hein, un petit peu énervé. Éventuellement, on parle dans sa barbe. Voilà, on marche vite dans le couloir avec le téléphone sur l'oreille. Enfin, on sait très très bien faire. Et donc ça, on ne sait pas le faire. C'est ça le problème du télétravail, c'est quand on ne travaille pas. Voilà. Et du coup, moi, avec mon Data Lab, j'ai travaillé, avec mes enquêtes, j'ai travaillé à un peu mesurer la charge de culpabilisation de ce qu'on fait en télétravail. Quand on ne travaille pas. Et donc, j'en ai fait évidemment un petit schéma. Donc, je vais partager ça avec vous aujourd'hui. Alors, quand on prend un café à la maison, culpabilisation assez faible. Pourquoi? Parce que le café, on le prend aussi au travail. Et je dirais même plus que quand on le prend à la maison, on ne perd pas son temps à raconter ce qu'on a regardé sur Netflix la veille. Donc, c'est même plutôt efficace. Donc, culpabilisation assez faible. Lancer une machine. Faible. Pourquoi faible? Ben parce que lancer une machine, c'est plus chiant que de travailler. donc ça va, ça se passe encore assez bien. Regardez Roland Garros. Alors ça, évidemment, c'est pas de la culpabilisation, c'est plus de la nostalgie. Ça nous rappelle le bac, hein, ça fait quand même longtemps. Puis alors cette année, c'était bien Roland Garros, mais en général, c'est devenu assez chiant. Donc on culpabilise pas trop. Hein. Ça va. Ouvrir le frigo. Alors évidemment, ça dépend chacun de son rapport un peu avec la nourriture. Ça culpabilise un peu plus. Il y a une double culpabilisation. C'est-à-dire que non seulement je bosse pas, mais en plus, je grossis. Donc ça grimpe un peu. Là, on va grimper pas mal, c'est quand on fait l'amour, quand on t'attend en visio. Voilà, donc ça monte d'un cran quand même. Et finalement, c'est un peu ce qu'il y a de plus fort. Il n'y a pas tellement plus fort, à part si, évidemment, on fait l'amour tout seul quand c'est à toi de lancer la visio. Là, on est sur une charge, d'ailleurs, qui peut déranger certaines personnes, assez forte. Voilà, donc voilà. Donc, si vous avez évidemment quelques petites datas, moi je travaille tout le temps, hein, toute la journée, donc n'hésitez pas à venir me voir pour enrichir mon Data Lab. Alors, je voulais parler aussi... Oula, j'ai cliqué sur le... Oula, j'ai cliqué sur la souris. Oui, merci la régie. D'ailleurs, je voudrais qu'on remercie la régie. Ils sont fantastiques. Il y a notamment notre ami Youn. Yann non, Yves en breton, ça se dit Youn. Je vais les remercier. Un maximum d'applaudissements pour la régie. Je me prends un peu pour l'animateur, mais voilà, ça permet de créer. Ah oui, je voulais partager aussi un petit verbatim lors de mes enquêtes que j'ai collectées. À l'époque, on ne savait pas que prendre sa douche pouvait être le highlight de la journée. Hein, c'est vrai qu'en télétravail, la douche n'a plus le même rôle. Voilà. Ah oui, aussi celle-ci aussi qui a été collectée par une RRH. Venir au bureau, c'est bien parce qu'on s'habille. Oui, donc ça c'est un millénial hein, qui est assez franco de port, je dirais, dans son entretien d'embauche. Voilà, donc voilà, c'est finalement un prétexte pour s'habiller, de venir travailler. Et puis celui-ci aussi qui est intéressant, ceux qui glandent en présentiel, ça se voit moins en distanciel, et du coup, ça perturbe moins ceux qui bossent aussi. Voilà, donc ça c'est collecté au Conseil régional de Paris. Comme ils ne sont pas là, je me permets de les citer. Et enfin celui-ci, c'est pas parce qu'on ne sait pas ce que font les gens qu'ils ne font rien. Voilà.
parfois j'ai une petite réaction là-dessus, mais c'est pas grave, on va continuer. Alors je voulais parler d'un irritant. Le principal irritant de la vie de bureau, hein, c'est, enfin dans les irritants, je dirais, les signaux faibles, c'est le bruit. Hein. Le bruit, ça ressort dans chacune de mes enquêtes. Faut savoir qu'on n'a pas tous le même rapport au bruit, parce qu'on n'a pas tous le même rapport au travail. Il y a des gens qui viennent au travail pour travailler. En fait, parce que chez eux, il y a trop d'enfants, il y a trop de conjoints. Voilà, donc ils n'arrivent pas. Et il y a des gens qui viennent au travail parce qu'il n'y a personne à déranger à la maison. Voilà, donc c'est pas le même rapport avec les conversations, on va dire, dans l'open space. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il y a deux dimensions dans le bruit. Il y a le bruit qu'on mesure en décibels et il y a le bruit qu'on ressent en envie de meurtre. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Par exemple, si on prend un exemple classique, c'est le cliquetis des claviers. Vous savez, au bureau, il y a des gens qui cognent leurs touches de clavier, vous savez, qui cognent les touches en espérant que les lettres arrivent plus vite à l'écran, je sais pas, qui harcèlent les touches, hashtag MeTouche, j'ai envie de dire. Bon, ben ça, finalement, en décibels, c'est pas grand-chose. En ressenti, ça pèse un peu, hein, on est d'accord. Autre bruit qui ressort beaucoup, c'est tout ce qui est tout sautement. Vous savez, les gens qui tout sautent. C'est des gens finalement qui vont pas très bien, voilà. Mais c'est vrai que quelqu'un qui tout saute, on a beaucoup de mal à avoir de l'empathie pour quelqu'un qui tout saute. Hein, on a très très envie de l'aider à arrêter de respirer, enfin en tout cas de t'aider tout sauter. Alors à chaque fois on dit bon allez, ça doit être la dernière, là il va arrêter, c'est la dernière. Puis à chaque fois c'est pas la dernière, mais voilà on peut pas lui dire arrête de tout sauter parce que c'est trop agressif et c'est pas bon pour le team building. Donc voilà, donc ça fait partie des petits irritants. Et alors l'irritant principal en termes de bruit, c'est les conversations de collègues, surtout quand ils se posent juste à côté de vous. Pourquoi est-ce que c'est très irritant? Parce que c'est du bruit intelligible. Donc on ne peut pas ne pas écouter. Hein, quand vous êtes en train de travailler sur votre présentation et que vous entendez quelqu'un qui dit « Tu sais, on a retrouvé sa culotte !» C'est fini. On ne peut pas faire des slides avec une culotte dans la tronche. C'est fini. Vous voyez, on peut pas mettre de paupières sur nos oreilles. On ne sait pas ne pas écouter. Voilà, c'est pour ça que c'est très, très pénible. Alors, les entreprises créent maintenant des zones de silence. Les zones de silence, ce sont des endroits où, en fait, les gens chuchotent pour ne pas vous déranger. Alors, quelqu'un qui chuchote, le problème, c'est qu'il vous dérange, mais il n'a pas envie de vous déranger. Donc, il est sympa, donc vous ne pouvez pas l'engueuler. Voilà, donc c'est moins dérangeant, mais on ne peut pas travailler non plus. Voilà. Les zones de silence. Qui ne créent pas une super bonne ambiance, les zones de silence, c'est vrai, parce que quand on y pense, quand on demande en général 1 minute de silence, ça casse un peu l'ambiance. Et une zone de silence, il y a souvent 60 minutes de silence par heure. Donc, ce n'est pas forcément très bon pour la culture d'entreprise. Alors, je voulais partager quelques verbatims collectés sur cet irritant. Les gens qui laissent le bruit des touches de leur iPhone d'activité, non, mais sérieux, la maladie mentale de ça. Donc ça, c'était un millénial. Et obligé de retirer mes écouteurs pour être sûr que je ne fais pas de bruit quand je pète dans l'open space. C'est pas très finaux, mais c'est ça mon job aussi, c'est de collecter la parole et les ressentis. Alors je voulais finir par un dernier petit tip, qui est un irritant. On ne sait même plus que c'est un irritant, tellement on est en mode automatisé. Comment est-ce qu'il faut signer ces mails? Est-ce qu'il faut signer par cordialement ou par bien à vous? Hein? On ne nous a jamais dit. Alors est-ce que vous savez d'où ça vient cordialement? Ça vient du latin cordialis, qui veut dire qui vient du fond du cœur. Et en fait, ça date du Moyen-Âge. Sauf qu'à l'époque, les lettres mettaient tellement de temps à arriver qu'on pouvait mourir avant. Donc en fait, cordialement, ça veut dire je t'aime du fond du cœur, même si t'es mort. Voilà, on en a envoyé 5 par an maximum. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on est d'accord, on reçoit quelques centaines de cordialement par semaine, par des gens qui sont encore en vie, et qui parfois vous envoient le cordialement, c'est-à-dire qu'ils vous aiment du fond du cœur, mais ils vous l'envoient en CDT. Hein, vous voyez le low cost du cordialement, la cordialité en slip. Je t'aime du fond du cœur, mais j'ai pas le temps de te le mettre en 12 lettres. Sympa. Et c'est pour ça que c'est beaucoup développé depuis quelques années le bien à vous. Je ne sais pas si, j'imagine qu'il y a des gens qui sont dans le bien à vous. Hein. Alors, moi je vous préviens tout de suite, je préfère être bien à moi que bien à vous, et je préférerais que vous soyez bien à vous plutôt que bien à moi, à mon avis. Parce qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire bien à vous. Est-ce que ça veut dire je suis bien à vous? C'est-à-dire je vous appartiens? Non, je suis votre truc. Allez-y, faites-vous plaisir. Non, je suis à vous. Ou alors est-ce que ça veut dire je suis bien à vous?
Oh, mais qu'est-ce que je suis bien là, ce rapport de soumission-domination, là, je pensais pas que ça me ferait autant de bien. Là, vous pouvez fouetter dans la zone de convivialité. De toute façon, je suis bien. Faites-vous plaisir. On ne sait pas trop. Donc voilà. C'est mieux que chacun reste bien à soi. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, il n'y a pas que il n'y a pas que le bien à vous. Il y a aussi le Belle Journée qui s'est beaucoup développé, le Belle Journée, donc qui part d'une super bonne intention, Belle Journée. Hein. Le seul problème du Belle Journée, c'est quand on reçoit un Belle Journée au milieu d'une journée de merde. Voilà. En termes d'intelligence émotionnelle, c'est pas top pour l'expéditeur, donc faites attention aux Belles Journées. Moi, j'utilise beaucoup le « à bientôt », qui est assez pratique, là, à bientôt. J'utilise beaucoup pour des gens qui n'ont pas prévu de me revoir. Parce que là, à bientôt, ça met une petite... voilà, ça veut dire, à bientôt, je sais où tu habites. Voilà, donc c'est pas mal pour mettre une petite pression sur un prospect. C'est comme le merci d'avance. Hein. Merci d'avance. On sait tous ce que ça veut dire, merci d'avance. Ça veut dire merci d'avance de faire exactement ce que je viens de te demander de faire. D'accord ? Voilà. Enfin, alors, la vérité, c'est que moi, je vous invite à ce qu'on reste en contact, évidemment. Moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est on reste en contact, parce que ça n'engage à rien. Et ça mène à tout. Merci beaucoup.